Donc, welcome back, comme on dit. Donc, la récré est terminée. J'espère que le café était bon. Tout d'abord, je voulais remercier les membres du comité organisateur pour l'invitation. C'était un énorme honneur pour nous de venir ici et présenter nos travaux. J'espère que dans les minutes qui suivent, je rendrai justice à tous les partenaires et tous les collègues et les collaborateurs qui ont participé au développement que je vais vous présenter. Donc, mais avant de commencer, je voulais vous donner une petite introduction de ce qu'on est, de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, je viens de Siemens Healthineers, un des équipementiers majeurs de dispositifs médicaux. Et pas mal de chiffres nous caractérisent. En gros, j'aime deux chiffres. On est 48 000 collègues dans le monde travaillant avec passion et très forte motivation pour développer des technologies qui aident les cliniciens à faire leur travail. Mais aussi, un autre chiffre qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'en 1 heure, 240 000 patients sont touchés par nos systèmes. C'est-à-dire que durant l'exposé que je vais suivre, pendant une demi-heure, 120 000 patients vont être analysés par une IRM, un scanner ou notre diagnostic. Et ces systèmes vont très probablement changer leur vie dans le bien, c'est-à-dire avec un peu de chance, on ne détecte rien et ils sont sains, ou dans le bien aussi, parce qu'on détectera en avance ce qu'ils ont et on pourra les traiter efficacement. Et ce nombre, vraiment, et c'est ce qui nous pousse à chacun d'entre nous, les 48 000 collègues, à vraiment travailler fort avec motivation et à pousser l'innovation pour vraiment amener les limites de la médecine à la prochaine frontière. Et c'est ce qui nous a motivés pendant toutes les années auxquelles on a travaillé. Je voulais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur la gauche, vous voyez une résonance, une IRM, il y a environ 40 ans, au début de l'IRM. On peut à peine voir, OK, c'est une tête, le cerveau, c'est dur de voir les détails, on voit le ventricule peut-être, la tache sombre au milieu. Et sur la droite, c'est une vraie image d'un sujet, une tractographie acquise aujourd'hui. Donc la personne était vivante quand on a pris l'image, et c'est le genre de résolution qu'on peut voir aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement l'IRM, c'est aussi les scanners. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un sujet, il est toujours vivant, qui a été admis aux urgences à cause d'un accident, probablement, on ne sait pas. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le scanner, tous les détails très précis, des vaisseaux sanguins, des os, et en fait, ça nous permet de voir, si on zoome un tout petit peu, toutes les fractures que ce patient, malheureusement, a subies, et ainsi pouvoir potentiellement l'aider. On a ces deux chiffres. L'un, le nombre de patients, la numérisation de tous les équipements et tous les équipements médicaux. Et deux, en fait, les informations deviennent de plus en plus riches. De plus en plus d'informations sont dans les images deviennent plus précises, on peut voir de plus en plus de lésions, par exemple. Et en parallèle, il y a les développements d'intelligence artificielle, les développements technologiques qui arrivent. Et quand on met ces deux choses ensemble, qu'est-ce qui se passe? L'apprentissage n'est pas nouveau, comme il a été dit auparavant. Donc ça a été une technologie qui a été développée dans les années précédentes. Et avec les techniques traditionnelles, en fait, ce qu'on a remarqué, et aussi dans l'industrie ou dans les autres industries, c'est que plus on rajoute de données, on arrive à un certain plateau de performance, qui est très difficile à battre. Avec les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle nouvelle génération, plus on rajoute des données, ce niveau de performance s'améliore. Et on arrive, en fait, à des techniques qui sont de plus en plus robustes, de plus en plus précises, de plus en plus automatiques. Et ainsi, se crée une espèce de confiance sur ces outils qui vont pouvoir changer complètement comment la médecine est donnée aujourd'hui. Et cet impact va se passer à tous les niveaux. Ce matin, on a déjà vu des exemples à différents niveaux, et on peut les caractériser de la manière suivante. D'abord, on peut commencer par le scanner. Les scanners vont devenir de plus en plus intelligents. Qu'est-ce qui se passe si le scanner est capable de voir le patient? Les reconstructions seront de plus en plus belles, comme on a vu ce matin dans le talk de Yann Lequin. Les workflows deviendront de plus en plus automatiques. On pourra appuyer sur un bouton et le scanner fait tout. Dans le futur, c'est la vision. Mais aussi, la lecture des images sera de plus en plus assistée. Toutes les tâches très répétitives et très lourdes qui est faire le contourage d'un organe qui prend énormément de temps deviendra de plus en plus automatique, de telle manière que le radiologue pourra se concentrer sur ce qui est vraiment important, identifier la maladie du patient. Mais aussi pour le guidage des interventions. Lorsqu'on monte d'un cran, ça va être l'intégration d'autres informations, par exemple tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est signaux, tout ce qui est historique du patient, la génétique, pour créer un jumeau numérique du patient qui va permettre d'identifier quels sont les risques pour ce sujet, s'il est sain, ou bien d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire pour ce sujet, quelle est la thérapie et l'optimiser en quelque sorte. Et finalement, imaginez si on a un algorithme auquel on a confiance, qui marche sur la majorité des patients, on pourrait l'appliquer sur toute une population. Et ainsi, on pourrait aller non seulement au traitement du patient,
mais à la prise en charge d'une population complète qu'un hôpital a en charge, par exemple, et faire des statistiques. Est-ce que ma population, par exemple, est en train de souffrir ou a un risque d'aller vers une maladie contagieuse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quels sont les process? Est-ce qu'il faut que je change le workflow clinique pour l'optimiser et ainsi avoir une prise en charge du patient un peu plus confortable? Et c'est ainsi que l'intelligence artificielle, en fait, peut alimenter les 3 piliers de la médecine du futur. 1, transformer comment on délivre les traitements, mieux identifier, mieux diagnostiquer, mais aussi avoir un traitement personnalisé pour le patient. 2, faire la bonne chose pour le patient au bon moment. Une question très importante, quand le patient qui souffre d'un arrêt cardiaque, non pas d'un arrêt cardiaque, là c'est assez urgent, mais par exemple d'une défaillance cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on implante un pacemaker ou pas? Et finalement, tout ça va vers la direction de la médecine de précision. Maintenant, vous allez me dire, ouais, super, c'est super haut niveau, tout ça, c'est le futur, ça n'existe pas, etc. En fait, non. C'est quelque chose qui se passe aujourd'hui déjà. Je vais vous donner quelques exemples de systèmes que des médecins, des cliniciens utilisent déjà aujourd'hui, tous les jours. Le premier exemple, c'est exactement, est-ce que le scanner peut voir le patient? Donc, c'est notre système FAST3D. En gros, l'idée est la suivante. Donc ça, c'est, vous reconnaissez un scanner, très simple, mais on a mis une caméra 3D qui permet de visualiser en fait le patient. Avec l'intelligence artificielle, on va estimer un avatar du sujet, c'est-à-dire un modèle où on va voir où est la tête, où sont les corps, où est le corps, les bras, les jambes, etc. Une fois qu'on a cette information, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses. La première chose, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle une modulation du ISO center du patient, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier quelle est la dose optimale pour avoir une image que l'on veut, avec l'objectif de réduire la dose du scanner, ce qui est très important pour les patients et minimiser les effets collatéraux. L'autre chose très intéressante, c'est qu'on va savoir si la tête du patient rentre en première ou si ce sont les pieds. Ça a l'air d'être un peu mondain, mais c'est très important de savoir ça, parce que ça va permettre ensuite d'avoir un truc super, c'est qu'on peut dire au scanner, fais-moi l'image du poumon. That's it. C'est tout ce qu'on dit. Et ensuite, le scanner voit le patient, va estimer où sont à peu près les poumons par rapport au patient et décider quand est-ce et faire l'acquisition en question de sorte qu'on soit sûr que dans les images, on voit la totalité des poumons. Donc là, vous voyez qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va vers la direction du scanner intelligent. Je vais vous montrer ici un exemple. C'est un prototype de recherche où, cette fois-ci, c'est pour une radio. En fait, vous voyez ici l'avatar qui a été fité, qui a été estimé. Et du coup, maintenant, la machine, au lieu que ce soit un opérateur qui bouge la caméra et va la positionner à peu près à vue où est le poumon, en fait, la machine va se positionner automatiquement et pourra prendre la radio du poumon. Une autre application est EasyValve. Ici, l'idée, c'est de modéliser les valves chez un patient afin d'améliorer le diagnostic, mais aussi pour faire des décisions de quelle valve artificielle il faut implanter. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une image échographique où on voit le cœur. Ces petits nuages, là, bleu et rouge, c'est le flux sanguin en utilisant la technologie Doppler. Ici, on voit une insuffisance mitrale. En utilisant l'intelligence artificielle, on peut détecter la valve, la traquer au cours du temps et obtenir des mesures, comme par exemple l'orifice de la valve mitrale. Information qui ensuite peut être transférée sur des radiologies, sur des fluoroscopies. Donc ici, vous voyez en utilisant la technologie de fusion, où on détecte en utilisant les réseaux de neurones la pose de la sonde échographique. On peut intégrer l'information de la valve et la montrer sur la fluoroscopie, où l'on ne voit pas d'informations anatomiques, mais juste les dispositifs. Et ici, on peut apprécier de manière très intéressante, j'adore cette image parce qu'on voit la valve du patient, et ici, on voit un dispositif qui s'appelle le MitraClip. L'objectif pour le cardiologue, c'est comme une pince à linge, et l'objectif, c'est d'attraper les deux feuillets des valves pendant que le cœur bouge, l'attraper pour fermer en fait l'insuffisance mitrale. Donc si on ne voit rien, vous pouvez imaginer avec une pince à linge, essayer de prendre deux feuillets qui n'arrêtent pas de bouger. Ici, en fusionnant les informations, on peut aider le cardiologue à aller plus vite dans l'implantation du dispositif. Comment ça marche tout ça? En fait, ce n'est pas un seul algorithme qui fait tout. Il y a plutôt, on pourrait appeler une série d'algorithmes qui travaillent ensemble et qui permettent d'avoir de plus en plus d'informations dans les images et combinés ensemble à donner plus de valeur sur toutes ces informations. Ces algorithmes vont dans la détection de marqueurs jusqu'au contourage des organes, à la caractérisation des tissus ou au recalage. Je vais vous montrer quelques exemples dans les slides qui arrivent.
La première chose qu'on fait, alors quand on regarde une image radiologique, la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Est-ce qu'il y a un poumon? Est-ce qu'il y a un foie? Est-ce qu'il y a un cerveau? Qu'est-ce que c'est? Et pour ça, quand on est un opérateur, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on juste regarde l'image rapidement et on sait très rapidement ce qui se passe. Avant, les algorithmes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient point par point tous les points de l'image, et pour chacun des points, donner une probabilité. OK, ce point-là, la probabilité qu'il soit le haut du foie est telle. Et ensuite, on se prenait tous les points, et le vainqueur, en fait, c'était le haut du foie. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus efficace. Donc, on s'est dit, bon, autant s'inspirer à ce qu'on fait, et on utilise des méthodes d'apprentissage par renforcement, et on va modéliser le problème de la manière suivante. Je prends un agent artificiel, je le mets dans l'image, je dis, débrouille-toi, tu peux te balader en haut, à bas, à droite, à gauche, devant, derrière, trouve-moi le haut du foie. Et pour l'entraîner, on lui donne une récompense. À la fin, quand il trouve le haut du foie, on lui dit, bien, bravo, super, je te donne 1000 points. Et par une série de récompenses, par une méthode d'apprentissage appelée par renforcement, en fait, l'agent apprend une technique optimale pour parser, en fait, se balader dans l'image au plus vite et aller trouver le haut du foie, par exemple. Quel est l'avantage? C'est que maintenant, en moins d'1 seconde, on peut savoir environ 10-20 différents marqueurs dans l'image. C'est-à-dire qu'on peut savoir exactement ce qu'il y a dans l'image et ensuite enchaîner avec des algorithmes plus complexes, comme les algorithmes de contourage, par exemple. Alors, le contourage consiste à déliner, à trouver les contours, les bords d'un organe, le foie, le poumon et tous les autres organes. C'est une tâche très basique qui doit être faite presque tout le temps. Si on veut savoir le volume du foie, on contourne le foie. Mais aussi, une autre application très intéressante, c'est la radiothérapie. Et ici, en fait, le contourage est crucial. L'idée, dans la radiothérapie, on envoie des rayons, on veut tuer les cellules cancéreuses, mais il faut éviter les régions saines. On ne veut pas les lésionner, parce que sinon, la qualité de vie du patient peut être sérieusement altérée. Et donc, il est très important de faire un contourage de tous les organes qui sont autour de la lésion, de manière très précise, pour le donner ensuite au système, pour éviter, en fait, de léser ces parties saines. C'est une procédure qui prend à peu près 4 à 6 heures, qui n'est pas spécialement marrante. Et là, l'idée, il y a une énorme opportunité au niveau de l'intelligence artificielle où on peut entraîner des algorithmes qui font le contourage de manière automatique. Et ça, c'est un exemple, par exemple, de technologie qu'on est en train de développer. Entraîné sur 4,5 millions d'images, on arrive à contourer environ 30 ou plus de 30 organes ou structures à risque. Et ici, il y a une petite liste des organes qui peuvent être segmentés de manière automatique sur un scanner, par exemple. Maintenant, si on met tout ça ensemble, on peut imaginer un prototype, on peut imaginer un système qui permet d'aider à la lecture d'images de scanner. Et ça, c'est le cas, par exemple, de scanner du thorax pour un patient, par exemple, pour un contrôle, pour possible cancer du poumon. Donc, on charge l'image, on détecte, OK, c'est bien une image de poumon, on fait la segmentation automatique des poumons sur lesquels on peut calculer les volumes, par exemple, et regarder la capacité. Ici, chez ce patient, c'était normal. Détecter les lésions, les nodules, par exemple, on détecte quelques nodules. L'emphysema est sévère chez ce patient. Mais bon, on peut regarder aussi les bronches qui apparaissent normales chez ce cas-là. Mais n'oublions pas, je mets pause, pardon. N'oublions pas que ici, bien que cette image ait été acquise pour un screening de cancer du poumon, on voit aussi la colonne vertébrale, le cœur, etc. Donc on peut aussi poser d'autres questions. Est-ce que la densité minérale est correcte? Et chez ce patient-là, la densité minérale était correcte. Est-ce qu'il y a des fractures? On a détecté 2 fractures. Quelle est la taille du cœur? Chez ce patient-là, le cœur était normal. Est-ce qu'on trouve des calcifications? Oui. Est-ce que l'aorte est bien? Elle est. Est-ce qu'on trouve des plaques? Et ça peut être. Donc du coup, non seulement l'intelligence artificielle permet d'aider à faire une tâche spécifique, mais aussi aider à trouver des lésions potentielles ou des problèmes potentiels sur des images qu'on appelle incidental findings, par exemple. Toujours dans les idées, maintenant, on va se rapprocher de plus en plus à la caractérisation de tissus. Une autre application sur laquelle on travaille, c'est la détection d'hémorragie cérébrale. Quand un patient arrive dans l'unité d'urgence, à cause d'une attaque cérébrale, il est crucial d'identifier si le patient a une attaque cérébrale à cause d'une ischémie ou d'une hémorragie. Parce que si le patient a une ischémie, on lui donne généralement des anticoagulants. Mais vous pouvez imaginer que si on lui donne des anticoagulants à un patient qui a une hémorragie cérébrale, c'est la catastrophe. Donc du coup, il est super important d'abord de faire un scanner qui fait partie des guidelines, mais ensuite, à partir de ce scanner, de savoir s'il y a une quelconque hémorragie cérébrale. Donc on est en train de développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui prennent une image en entrée, avec une technologie d'encodage-décodage, en sortie, donne une carte de probabilité d'ischémie et leur position dans le cerveau, pas d'ischémie, d'hémorragie, pardon. Ici, vous trouvez des exemples de résultats où le système a pu détecter des hémorragies ici et là chez le patient.
C'est une tâche très difficile parce que de temps en temps, il y a des zones hyper intenses qui ne sont pas dues à l'hémorragie. Donc, il est très important de travailler sur une quantité énorme d'images. Ici, on travaille sur 100 000 images annotées et curated, comme on dit, annotées et nettoyées, pour être sûr que le système est entraîné sur des annotations qui sont fiables. Et enfin, un autre exemple dans la caractérisation de lésions est pour la prostate. Donc la prostate, maintenant, il y a un contrôle régulier à partir d'un certain âge où on fait un test sanguin et aussitôt que le test sanguin dépasse une certaine valeur, on doit avoir une échographie et potentiellement avec des biopsies qui sont des biopsies un peu systématiques où on va prendre des biopsies un peu de manière éparpillée sur la prostate. Ça serait génial si, en particulier pour nous, les hommes, ce serait génial si on pouvait éviter la biopsie et si on pouvait faire un examen avec l'IRM qui nous dirait s'il y a une lésion ou pas et s'il y a une lésion, où est-ce qu'elle est. Donc l'idée est d'utiliser une IRM multiparamétrique, c'est-à-dire c'est plusieurs images de différentes modalités qui donnent différentes informations sur la fonction et l'anatomie de la prostate. Et en utilisant un système d'intelligence artificielle, on peut segmenter la prostate automatiquement, détecter les lésions et aussi identifier leur sévérité par rapport à un standard de sévérité de lésion, le Gleason score par exemple, ou le PI-RADS. Et une fois qu'on a fait ça de manière automatique, le radiologue peut identifier les lésions, peut vérifier les lésions, et ensuite un rapport est pré-rempli qui peut ensuite être envoyé au patient ou par exemple au referring physician. Et ici, il y a une chose très importante, c'est comment on entraîne un tel système. Il y a différentes méthodes. Tout d'abord, il y a bien entendu, c'est très important de travailler avec les radiologues et les urologues dans ce cas-là, parce que les images sont très complexes. Et donc, c'est très important qu'on ait une ground truth, donc une annotation très fiable. Mais aussi, ce qui est très important, et ça va être un premier niveau d'intégration, c'est qu'on regarde aussi les biopsies. Donc, la biopsie est en fait la valeur terrain optimale, où on sait exactement dans l'image, une fois qu'on sait le recalage, le niveau de la biopsie et quel est le grade. Donc du coup, maintenant, on entraîne des systèmes où notre vérité terrain n'est non plus une vérité image, mais devient une vérité biopsie. Et le réseau de neurones, en fait, fait un mapping entre ce qu'on voit dans l'image, quelles sont les caractéristiques de l'image, et qui correspondent, en fait, aux valeurs de biopsie. Et finalement, il y a l'aspect temporel aussi. Il est très important de regarder, en particulier pour le cœur ou pour les poumons, de regarder comment les organes bougent. Donc, on est en train de développer des méthodes variationnelles conditionnées pour faire, par exemple, le tracking du cœur et caractériser le mouvement cardiaque. Ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect latent, qui ensuite, comme est génératif, permet de générer de n'importe quelle motion, de n'importe quel déplacement, mouvement cardiaque, et aussi interpoler entre différentes frames pour avoir une séquence hyper temporale, par exemple, hyper résolution temporale, par exemple, pour mieux voir les mouvements subtils du cœur. Donc c'est une recherche en collaboration avec l'INRIA, par exemple. Mais jusqu'à présent, j'ai parlé d'images. On a parlé un tout petit peu de biopsie, mais ce n'est pas que ça. Il y a par exemple les tests sanguins, il y a la génétique, il y a l'historique clinique, l'historique du patient, est-ce qu'il est fumeur ou non-fumeur, par exemple. Donc il est très important de se lever d'un cran et commencer à intégrer toutes ces informations. La première chose, c'est de mettre ces informations, les récupérer, les présenter de manière unifiée aux équipes oncologues ou aux urologues ou par exemple aux cardiologistes. Et sans notre AI Pathway Companion, par exemple, l'objectif est de prendre toutes ces informations-là, créer une visualisation, mais aussi, encore plus important, c'est d'identifier la position du patient dans les guidelines. Donc en fonction des données qui ont été acquises, des données qu'on connaît et la quantification de la physiologie du patient, où est-ce qu'il se trouve dans une guideline pour permettre d'aider à la décision de quelle est la prochaine étape qui va make sense pour ce patient-là. Mais pas seulement ça. En fait, à partir du moment où on commence à avoir plus de données, il devient très intéressant de se poser la question, est-ce que je ne peux pas entraîner des réseaux de neurones qui intègrent toutes ces informations-là et pourraient me donner, par exemple, une information sur le risque de survie d'un patient. Et c'est ce qu'on appelle Deep Reasoner, donc c'est une technologie qu'on est en train de développer, et l'idée est la suivante. Donc on prend toutes les données du patient, très hétérogène, et on utilise une structure d'encodage-décodage vers un espace latent. Donc la structure d'encodage, en fait, va résumer toute l'information du patient en quelques chiffres, mais ces quelques chiffres sont très importants, parce que juste cette information va permettre de reconstituer toute l'image, mais aussi de répondre à une question clinique. Par exemple, est-ce que le patient est à risque d'avoir un arrêt cardiaque ou pas, ou est-ce que le patient a un risque
de répondre, ou plutôt une chance de répondre à cette thérapie ou pas. Et une application qu'on est en train de regarder en collaboration avec Cleveland Clinic est en fait le risque, la chance de survie d'un patient pour la radiothérapie stéréotactique. Donc c'est pour le cancer du poumon. Donc ça marche à peu près à 80%. Le problème, c'est que si un patient ne répond pas, les choses deviennent mauvaises très rapidement. Donc c'est très important d'identifier les patients dont ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas, c'est très difficile d'identifier en fait, de récupérer le patient en gros. Donc du coup, on a entraîné un agent qui prend toutes les informations, prend l'IA, et en fait, on a remarqué dans un groupe entraîné sur 1000 patients, en fait, qu'en utilisant des techniques, ce genre de techniques, on peut identifier des groupes de répondeurs qui ont une 45% plus de chances de répondre et ainsi être sûr que pour eux, les choses marcheront bien. Mais l'étape finale, c'est d'intégrer non seulement toutes les données, mais la connaissance de comment fonctionnent les choses. Et c'est en fait toute la partie du jumeau numérique, les parties de simulation. Donc si on intègre par exemple pour le cœur, toute l'information électrophysiologique, comment ça marche, le biomécanique, etc., est-ce qu'on ne peut pas utiliser un modèle virtuel pour faire des simulations et dire et prescrire ce qu'il faut faire pour un patient? Donc juste pour l'exemple, on va regarder l'exemple de défaillance cardiaque, qui est une thérapie qui s'appelle la resynchronisation cardiaque. L'idée de mettre un pacemaker et de resynchroniser le cœur défaillant. Et l'idée, c'est qu'en fait, le cœur défaillant en fait, ne se bat pas de manière synchronisée, donc son efficacité n'est pas optimale. Si on prend ce pacemaker, l'idée est de rétablir la synchronisation du cœur et maximiser l'optimisation, maximiser la séquence cardiaque. Comment ça marche? Donc en fait, on a fait une expérience chez un patient avec nos collaborateurs à Bordeaux. On a eu le jour d'avant, on a eu les IRM, on a créé le cœur virtuel, on a intégré l'image, on a créé l'anatomie, là, s'il y a une cicatrice, on a utilisé l'électrocardiogramme pour créer le modèle virtuel et ensuite le battement cardiaque. Maintenant, ce cœur est sous contrôle. Et ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu tester différentes thérapies. Donc, le jour d'avant, on a planifié, on a essayé, on a identifié, OK, mais peut-être pour ce patient-là, en plaçant les électrodes, donc le pacemaker à cet endroit-là, ça donne une bonne option. Mais après, notre modèle était temps réel. Donc, le jour d'après, le patient est sur la table et on avait en fait son jumeau numérique. Pendant que le patient était sur la table, on a pu acquérir de nouvelles données. Pas de chance, son électrocardiogramme est différent, c'est pas grave. On met à jour, on prend le nouvel électrocardiogramme, on met à jour le jumeau numérique. Maintenant, le jumeau numérique ressemble au patient d'aujourd'hui, comme il est aujourd'hui. Ensuite, ils ont implanté le pacemaker. Sur le pacemaker, en fait, on a acquis d'autres données qui ont permis de raffiner le modèle. Et ensuite, comme c'était une évaluation, on peut faire une comparaison côte à côte et identifier en fait ce que faisait le clinicien sur le patient, vérifier sur le modèle numérique. Et on a pu vérifier en fait chez ce cas-là qu'en fait ça matchait très bien. Donc on va travailler maintenant sur une publication. Mais c'était vraiment très encourageant de voir qu'en fait cette idée de jumeau numérique qui utilise l'intelligence artificielle pour se mettre à jour continuellement, en fait, pourrait aider non seulement à la décision, mais ensuite au traitement de l'intervention. Et c'est un peu notre vision. Dans un futur, qu'est-ce qui se passera? Donc l'idée, c'est que comme on a ces algorithmes qui deviennent de plus en plus robustes, qui intègrent de plus en plus d'informations, on pourrait penser que dans un futur, on aura un jumeau numérique qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort et qui va nous permettre de rester sains le plus possible, ou quand on est malade, eh bien, d'aider à la décision et d'optimiser en fait la thérapie pour chacun de nous. Merci.